Pour cette nouvelle vidéo, nous sommes au musée du Quai Branly à Paris. Né en 2006, il regroupe les collections qui se trouvaient auparavant au Musée de l'Homme et au Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie pour s'éloigner du colonialisme et du post-colonialisme et devenir l'une des plus grandes institutions européennes dédiées à l'étude, la préservation et la protection des cultures extra-européennes. Un jour, je vous ferai une vidéo sur les musées, les questions de patrimoine et de conservation. On abordera le débat sur l'histoire coloniale. Et aujourd'hui, c'est un autre programme qui nous attend. Parce qu'aujourd'hui, je vous emmène dans l'aile Océanie, où se trouve une grande quantité de pièces venues d'Australie, pour qu'on essaye de comprendre tous ces motifs oniriques et mystérieux qui ornent les objets traditionnels aborigènes. L'artisanat et l'art aborigène, plus spécifiquement les peintures d'ailleurs, sont très valorisés dans le monde de l'art, très connus. Les œuvres contemporaines des artistes peintres aborigènes aujourd'hui se vendent très très cher, et ce malgré un racisme très banalisé et encore très présent envers les natifs d'Australie. Et d'ailleurs, pour avoir vécu là-bas, c'est vrai, c'est choquant le racisme normalisé que subissent les aborigènes d'Australie. Pour autant, tous ces motifs sont très mal compris, comme le sens de ces œuvres en général. Toute la pensée, toute la spiritualité aborigène est en fait assez mal comprise et en fait assez difficile à comprendre. Elle n'est pas vraiment accessible pour notre pensée occidentale, mais moi je suis sûre que dans cette vidéo ça vous intéresse de venir essayer de comprendre cette vision du monde qui est si unique. Alors restez là parce qu'on s'envole pour un espace-temps parallèle plein de mystères qui s'appelle le temps du rêve. Au tout début des temps, il n'y avait rien. Tout était plat. Le monde n'existait pas. Les grands ancêtres, ni vraiment des hommes, ni vraiment des animaux, sont sortis de l'intérieur de la terre. Ils se sont déplacés sur cette étendue. Ils ont chassé, ils ont combattu, ils se sont aimés, et sous leur trajectoire, la terre s'est modelée. Dans leur sillage, ils ont creusé les rivières, les grottes, ont modelé les montagnes, ont créé les plaines, les falaises, mais aussi les arbres, le sable, les animaux, les plantes et les insectes. De ce qu'ils ont traversé sur leur itinéraire sont nés l'eau, le vent, la pluie ou encore le feu. Et, fatigués de leurs intenses activités, ils sont retournés s'enfouir dans le sol, dormir dans le cœur de la terre. Parfois, leurs esprits vont et viennent dans les arbres, les rochers, les morceaux de paysage. Et ainsi, tous les lieux sont vivants et sacrés. Le peuple aborigène vit sur le continent australien depuis environ 60 000 ans. Certains chercheurs avancent même qu'il pourrait être là depuis 125 000 ans, ce qui serait ouf étant donné que Homo sapiens n'existe que depuis 200 000 ans, mais ça n'a pas été prouvé. Arrivés par la mer, ils sont les premiers humains à avoir peuplé cette terre et ils sont restés seuls en autarcie culturelle totale jusqu'à il y a plus ou moins 250 ans à peine. On pense qu'à l'arrivée des colons, il y avait environ 500 000 individus, mais c'est un chiffre très approximatif, difficile à compter en réalité parce que les aborigènes ont été reconnus comme étant réellement des individus et recensés seulement en 1967. Mais ils ont vécu vraiment très isolés jusque-là parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'Australie, qui est un pays continent, mais 500 000 individus sur un territoire comme ça fait plus ou moins un habitant tous les 20 km². Pour la suite, vous connaissez la rengaine, les colons en arrivant en Australie ont massacré les aborigènes. L'arrivée des Blancs en Australie a beau être une des colonisations les plus récentes de l'histoire, c'était aussi une des plus violentes. Aujourd'hui, sur les 25 millions d'habitants de l'Australie, seulement 2% sont issus de communautés aborigènes et en plus ils sont extrêmement racisés. Mais malgré cette colonisation
particulièrement violente, de très larges pans de la culture native subsistent encore, particulièrement dans l'art. La pensée aborigène, après 60 millénaires sans aucun grand contact avec aucune autre culture, est extrêmement à part et du coup ultra fascinante et intéressante, même si elle n'est pas facilement accessible et compréhensible de par ce fossé culturel de 60 000 ans et en plus quasiment 20 000 km. Par exemple, les aborigènes lisent les paysages d'une façon que nous ne pouvons pas comprendre. Ils ont des connaissances géologiques et géographiques extraordinaires à nos yeux. Ils sont capables de lire les érosions sur les rochers, de dire quand il y a eu une inondation par exemple, une montée des eaux, une sécheresse. Ils peuvent dater l'âge d'un arbre à l'œil nu ou encore se situer géographiquement d'une manière ultra précise constamment. Aussi ce sont, ou plutôt c'étaient, des semi-nomades et des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'ils se déplaçaient, posaient un camp, restaient quelque temps, parfois ça pouvait se chiffrer en années, puis ils repartaient et parcouraient ainsi des centaines de kilomètres au cours de leur vie à travers le désert ou le long des côtes. Et aussi, c'était des chasseurs-cueilleurs parce qu'ils n'ont jamais pratiqué l'agriculture ou l'élevage, parce que pour eux, tout était sacré, autant les paysages que tous les êtres existants, et donc on ne va pas domestiquer quelque chose qui est sacré. Donc tous ces lieux que les colons ont déclarés terra nullius, c'est-à-dire terre neutre, terre vierge, terre inhabitée, parce que c'était des lieux non modifiés par la main de l'homme, eh ben, il faut comprendre que en fait, pour les aborigènes, c'était des sites culturels qui portaient tous un nom, avaient tous un totem et une histoire. En fait, il faut voir l'Australie comme une sorte de toile d'araignée culturelle géante. Toutes ces tribus semi-nomades ont forcément des lieux culturels communs avec leurs voisins. Donc malgré les centaines de tribus et de langues qui cohabitent, ou plutôt qui covoyagent sur ce territoire, elles ont quand même toutes un point commun avec une autre quelque part. Elles sont toutes connectées avec une autre à un endroit, et d'ailleurs un endroit au sens propre, parce que c'est souvent par des lieux géographiques. Et c'est à ces lieux que sont associés du coup les noms, les mythes, qui vont être communs aux cultures qui parcourent ce lieu. De ce fait, la Terre devient le point commun à toute cette diversité de cultures que forme la culture aborigène, et c'est ça qui fait l'essence, le cœur de la pensée des natifs d'Australie. Les aborigènes ont une vision du monde qu'en anthropologie on appelle totémique. Selon eux, il n'y a pas de rupture ou d'opposition entre la nature et la culture. Et ce qui est très intéressant, c'est que selon cette pensée, l'homme n'est pas un marqueur de la genèse. Il n'est pas un acteur du début du monde. Il n'y a pas un dieu créateur ou encore un prophète. Et d'ailleurs, quand les colons sont arrivés, ils ont même cru que les aborigènes n'avaient pas de religion parce qu'ils ne les voyaient pas faire de prières, de sacrifices ou d'autres trucs du genre. Alors qu'en fait, les anthropologues le comprendront beaucoup plus tard, mais en fait c'est l'inverse. La spiritualité, elle imprègne 100% de la vie de chaque aborigène, puisqu'en fait tout est sacré. Et cette spiritualité, les aborigènes s'y connectent effectivement, non pas par des prières ou autres, mais par ce qu'ils appellent le dreaming. On le traduit en français par temps du rêve. Mais le terme anglais dreaming permet de comprendre qu'en fait, ce monde spirituel où les grands ancêtres ont façonné le monde n'appartient pas au passé. Parce que le mot dreaming en anglais, c'est dream, mais conjugué au présent progressif. Et donc ça sous-entend une action en cours de réalisation. Le dreaming, c'est un peu comme un espace intemporel qui est sacré et qui du coup est à la fois présent, passé et futur, et qui existe en parallèle de l'espace-temps profane. Et c'est là que vit le sacré. En gros, la mythologie aborigène, elle ne s'écrit pas au passé comme celle que nous, on connaît. Elle se déroule dans un monde similaire, parallèle, et elle agit sur le présent et sur le monde concret. C'est un peu comme un univers imbriqué dans un autre univers. La traduction française de dreaming par temps du rêve induit la notion de rêve qui du coup induit elle-même un peu en erreur. Pour nous, le rêve c'est un truc irréel, un peu surréaliste qui se passe dans le sommeil. À la limite, on va l'analyser de façon psychanalytique. Mais en fait, pour vraiment beaucoup de sociétés et particulièrement d'ailleurs les cultures totémiques, le rêve a une fonction sociale qui est beaucoup plus large. Mais attention, les aborigènes ou d'ailleurs les natifs
plein de pays du monde ne sont pas complètement perchés et déconnectés du monde et se disent pas que ce qu'ils voient dans leur sommeil, c'est la réalité. Ils y cherchent seulement des interprétations qui peuvent fonctionner dans le réel. Exactement ce que fait la psychanalyse. Sauf que la psychanalyse, elle le fait à l'échelle personnelle et individuelle, parce que l'Occident fonctionne aussi à l'échelle personnelle et individuelle, alors que pour les aborigènes, on cherche des messages, des grands ancêtres, des innovations rituelles ou encore des chemins à suivre, mais qui du coup concernent tout le groupe, tout le clan, toute la communauté. Et quand je dis chemin, je parle au sens propre, parce que, vous l'avez compris, ce sont les espaces géographiques qui portent le sacré, et donc les aborigènes cheminent en suivant les traces du sacré. La vie religieuse aborigène, en fait, elle est un peu comme une quête qui est dynamique et collective. Près de la ville de Perth, on trouve Darling's Carp. Cet escarpement rocheux serait le corps d'un Vagil, un être ophidien géant qui a créé les lacs et les rivières alentours en serpentant, notamment le fleuve le Swan. Comme ces espaces sont actuellement vivants, que l'eau coule dans la rivière et que la roche bouge et s'érode, c'est que l'esprit est en train de rêver. Les grands ancêtres qui ont façonné le monde, qui le façonnent toujours d'ailleurs depuis leur sommeil, dans lesquels les aborigènes initiés peuvent venir à leur rencontre, sont comme en fait des genres de principes actifs qui participent au devenir des choses dans le monde concret. Finalement, c'est un peu chaque accident topographique, chaque colline, chaque rocher, chaque source, chaque rivière, chaque lit de sable, chaque récif et tout ça, toutes ces choses-là en fait ce sont des traces vivantes de la présence éternelle des grands ancêtres fondateurs. Alors chaque tribu parcourt le chemin qui suit les traces de ces voyageurs aux formes hybrides à qui l'on doit tout, l'eau, la nourriture, l'ombre, les étoiles, absolument tout. L'Australie, en fait, c'est plein de réseaux de rêves, donc d'itinéraires, comme des pèlerinages qui se rejoignent par endroits. Parce que chaque rêve commence là où un autre termine, connectant tous les aborigènes entre eux. Le dreaming étant un monde imbriqué dans un monde, les frontières sont donc poreuses. Lorsqu'il y a de nouveaux éléments dans l'histoire, comme par exemple une grande inondation, une sécheresse, l'arrivée de pêcheurs venus d'Indonésie sur la côte nord, des alliances entre tribus et tout ça, les histoires du rêve vont se retrouver modifiées. Et pour les aborigènes, ce ne sont pas des événements nouveaux, ce sont des remémorations d'histoires qui ont toujours existé dans le temps du rêve mais qu'en fait on avait oublié. Les rêveurs initiés n'inventent rien, ils redécouvrent en réalité ce qui était déjà là. Et d'ailleurs, lorsqu'un rêveur rapporte un nouveau rêve qui n'est pas encore admis comme faisant partie du patrimoine par tous les autres, s'engagent alors des négociations interclaniques qui peuvent durer des années et des années, où on va s'interroger sur la véracité de ce qu'a raconté le rêveur, et ce jusqu'à ce qu'on parvienne, entre clans voisins interconnectés, à confirmer qu'il s'agit bien d'un rappel du temps du rêve et non pas d'une création. Le dreaming évolue donc avec le monde autant qu'il agit dessus, et c'est ce qui est incroyable avec cette spiritualité, c'est qu'en fait elle laisse place à la modernité dans un système de croyances qui est finalement extrêmement ancien. Toutes ces histoires de temps du rêve se racontent en trajectoire donc, mais aussi en motif. En langue native Walpiri, qu'on parle au nord de l'Australie, le temps du rêve s'appelle Jukurpa. Et selon certains contextes, les histoires du temps du rêve ou les itinéraires sont désignés par le terme Kuruwari, qui signifie image, dessin ou trace. Et Kuruwari, ça symbolise aussi la force vitale qu'il y a dans chaque chose, un peu pour ceux qui connaissent comme le mana chez les Maoris ou dans certains jeux vidéo même. Et donc la spiritualité aborigène s'exprime par des trajectoires, mais aussi donc par des formes, par des traces, par des dessins, donc par l'expression artistique. Sauf qu'en fait, pour les aborigènes, ce n'est pas l'art qui compte, parce qu'ils n'avaient pas une conception moderne de la création. Pour eux, c'était simplement des objets rituels, des supports aux images en fait. Et c'est la force vitale qui est révélée par ces dessins qui compte.
et pas l'objet en lui-même, ni les dessins en eux-mêmes. En fait, l'art, et d'ailleurs plus précisément le dessin, la peinture et tout ça, a une place centrale pour les aborigènes parce que grâce à l'art, on peut se reconnecter à la terre. Traditionnellement, il faut savoir que les aborigènes, ils dessinaient leurs rêves à même le sol, que chaque rond, chaque point, chaque forme décrivait en fait une partie de l'itinéraire du rêve. Donc en fait, il faut voir un tableau aborigène comme un genre de cartographie imagée d'une partie géographique déterminée de l'Australie. Et d'ailleurs, si un paysage va être un élément culturel pour les aborigènes, et ben la peinture, elle, à l'inverse, elle est un état de nature. La peinture, c'est pas de la culture, c'est juste un moyen d'activer le spirituel. Et surtout, traditionnellement, il faut savoir qu'une fois le rite terminé, la peinture, elle n'a aucun intérêt spécifique pour les aborigènes. Les dessins sur le sable étaient détruits et ceux sur les écorces étaient souvent brûlés. Et en plus, les motifs religieux comme ça ne devaient pas être visibles aux non-initiés. Ça, c'est commun à énormément de cultures du monde. Donc par exemple, vous et moi, on n'était pas supposés les voir, ces motifs. Et c'est la colonisation qui a amené le marché de l'art, et donc avec elle la pérennisation et l'individualisation des arts traditionnels. Et ça, c'est un peu commun au monde entier, qui jusque-là n'était pas du tout vécu comme de l'art, mais comme juste quelque chose de fonctionnel et de collectif. Après 1992, le gouvernement australien annula le principe de terra nullius et certaines terres furent rendues aux descendants des aborigènes. Un tiers du territoire du Nord a été restitué aux autochtones, dont le parc national de Uluru Kata Tjuta, où se trouve le très célèbre site sacré de Uluru. Même si le gouvernement australien s'est débrouillé pour que les sites touristiques continuent de l'être via notamment des transactions financières avec les aborigènes locaux, depuis 2017, malgré tout, on n'a enfin officiellement plus le droit de monter sur la montagne sacrée d'Uluru. Parce qu'en fait, comme vous l'aurez compris, enlever la terre aux aborigènes, c'est leur enlever leur identité la plus profonde. Le dreaming, culture spirituelle, nomade et dynamique, constitue un support très important de créativité intellectuelle pour les autochtones. Et surtout, le dreaming subsiste. Malgré la mondialisation, malgré la colonisation, malgré les générations volées, son héritage reste encore très fort actuellement dans les communautés natives et son expression artistique aussi, et ce parce que c'est une spiritualité qui peut s'adapter au changement. Les traditions ancestrales des aborigènes sont millénaires et leurs pratiques et leurs perceptions selon une logique en réseau sont incroyablement modernes. Et ça, c'est parce que le dreaming s'appuie sur la possibilité de transformation infinie. Et quand on demande aux natifs de commenter les variantes ou les différences d'un même mythe qui peuvent exister d'une région à l'autre, d'un clan à l'autre, même entre clans voisins, ces derniers s'en amusent en disant « c'est pareil, mais différent ». Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, j'ai très hâte de lire tous vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors des vidéos un peu spéciales en plus comme ça, qui sont en dehors du planning de d'habitude. On se retrouve tout de suite sur Instagram, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques.